Salut, comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va fort bien, écoute, merci de me faire visiter le cinéma 7 des Batignolles, je découvre et c'est un très beau lieu. C'est un très beau lieu. Ouais. Moi du coup aujourd'hui je voulais parler au père et donc j'aimerais savoir ton nom et ton prénom. Michel Drucker, mais ne le dis à personne, l'autre m'a piqué mon nom, bref. Je m'appelle Olivier Balestriero. Mais cela dit, j'ai pas de mal à me faire appeler Verino, mes enfants m'appellent Verino, non c'est pas vrai. T'imagines le mec dans son ego, même les enfants. Ça ou monsieur? Ou monsieur, laissez-moi tranquille. Non, j'ai pas de, je fais pas très peu de distinguo en vrai entre Verino et Balestriero. Ce qui me fait plaisir en ayant un nom de scène, c'est juste que mes enfants vivent sans être le fils d'eux. Alors, pour l'instant, c'est pas que j'ai un niveau de notoriété dingue, mais en tout cas, on n'a pas immédiatement la pensée. Ah, t'es pas le fils d'un mec qui fait des trucs? Ils ont pas ça. D'accord. C'est vraiment, mais sinon, Verino, c'est pour les protéger un peu du coup? Ouais, à la base c'était pour me protéger moi au tout début parce que j'avais peur d'être pas assez bon et de pas réussir à prendre du recul sur mon travail, et en fait j'ai aucun mal à faire ça. D'accord, ok. Donc toi tu as 3 enfants, 3 garçons? J'ai 3 garçons, ouais. D'accord, ils ont quel âge? Ils ont eu 8 ans, 4 ans et 6 mois, le dernier, 6 mois aujourd'hui. D'accord, ok. Et ça va, tout se passe bien? Bah non, ça va pas, connard. C'est pour ça que t'appelles les gens. Tu les fais venir dans ton émission pour les violenter. Pour se confier, pour être là. Justement, il a 6 mois, donc je me dis c'est la bonne période. En vrai, ça va. C'est le moment où il a été un peu malade au début. On a dû lui couper le frein parce qu'il n'arrivait pas à téter correctement. Il régurgitait beaucoup et en fait, il avait un reflux. Le frein, c'est quoi? C'est le en dessous de la lèvre parce que du coup, il avait le frein trop court et donc quand il buvait, il buvait comme ça. Donc il a fallu faire ça. Et pareil pour le... Ouais, il y a quelqu'un qui te tripote les fesses, hein, on est d'accord. Et sous la langue, pareil. Donc il y a ce petit truc qui n'est pas une opération lourde, mais quand t'entends ton bébé qui a mal, c'est vraiment dur. Et puis il y a les 2 autres, la vie qui continue, le taf. Je pense qu'on sort d'une période, vraiment, je vais le dire, pas évidente, mais on a réussi à mener tout ce qu'on avait à mener de front. Et donc en vrai, c'est pas évident, mais c'est pas grave. C'est bien. C'est une victoire qui a la valeur. Ok, et tu me disais tout à l'heure en off que ton petit dernier fait toujours pas ses nuits. Moi, c'est vraiment le truc qui me fait le plus flipper. Donc, qui te fait peur? Ah oui, d'accord. Ok, ouais, bah tu vois. Oui, c'est vrai que ce mec était une arnaque, fuyez. Merci. T'as raison. Non, mais c'est bien, à la limite, c'est mieux parce que voilà, tu vois, y a un truc si qui me fait t'étais flipper, papa, t'aiguillerais peut-être les questions dans le sens de ta certitude à toi, alors que là, tu nous offres. Là, c'est plus l'idée justement j'essaie d'investiguer. Et moi, les nuits et la fatigue, c'est un truc qui me fait vraiment peur. Bah ouais, je pense qu'on a tous flippé au début. En vrai, tu survis déjà. La vraie leçon de tout ça, c'est que tu ne meurs pas. C'est très bizarre, mais tu dors pas, t'es fatigué, c'est difficile, tout ça, mais t'es vivant, donc en vrai, ça va quoi. Ouais, mais ça te fait pas du coup craquer plus vite, ou ça te donne pas envie de craquer de temps en temps? Après, tu progresses, c'est-à-dire que tu craques. Je crois que je progresse de fil en aiguille des trois grossesses de ma femme, des 3 enfants. Ouais. Déjà, je progresse, mais à la base, déjà, tu progresses sur toi-même, c'est-à-dire que il y a le moment où ton degré, ton niveau de craquage est beaucoup plus élevé. Enfin, t'arrives vraiment. T'acceptes beaucoup plus. T'es patient, parce que quoi qu'il arrive, lui, tu peux lui gueuler dessus, tu peux être énervé, il y a 1000 raisons. Mais en vrai, ce petit bonhomme, lui, il est même pas au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire que juste, il y a un truc qui va pas, il pleure. Et tant que le truc n'est pas réglé, il pleure. Et ensuite, tu vas lui changer sa couche, il pleure toujours. Tu lui donnes un biberon, il pleure toujours. Il y a autre chose qui va pas. En fait, tant que tu n'as pas trouvé la solution, ça n'ira pas mieux. Ouais. Donc tu peux t'énerver, tu peux perdre ton temps, tu peux tout ça, mais en vrai déjà faut trouver la solution. Ça c'est pour le craquage immédiat. Et ensuite le craquage global, en vrai je crois que j'ai une sorte d'ego, de volonté de réussir à être un bon papa, et un papa qui craque il est pas bon papa. Donc du coup, tu gardes pour toi ta médiocrité. À chaque fois que tu craques, c'est que t'es nul. En vrai, c'est ça le vrai truc. Tu te dis ça c'est que t'as pas été assez bon, c'est que t'as pas été assez immédiatement. Donc j'essaie de pas craquer. Ouais. Et puis après, je m'isole quand ça va pas. Tu vois. Puis après, tu dors aussi. En vrai, on parle des nuits où effectivement, il se réveille la nuit 1 fois, 2 fois, peut-être 3 fois, mais on parle pas des 4 minutes de sommeil que tu te prends dans le métro ou avant de jouer ou au bureau où personne l'a vu. Tu fais des micro-siestes rapidement, tu t'endors à une vitesse le soir, c'est un truc de dingue. Ouais, du coup. Et puis il y a des trucs aussi, c'est qu'à un moment ça finit. Donc faut oublier un peu je vais pas oublier ta vie parce que c'est faux, c'est que ta vie change. Ouais. Donc c'est des nouveaux plaisirs. C'est pas effectivement, je te cache pas que la saison 8 de Game of Thrones, elle m'attend. Elle m'attend, mais vraiment depuis longtemps.
J'ai essayé de redémarrer, là, j'ai vu les 2 premiers épisodes, j'ai attaqué le 3e cet après-midi, j'ai regardé une demi-heure parce que le 2e est malade, parce que le dernier s'est réveillé, parce que... Bah voilà, quoi. C'est juste tu t'adaptes en vrai. D'accord, ok. Mais on est dans ce monde où on veut plus s'adapter, et en vrai, c'est faisable. Donc, ouais. Oui, s'il y a toute une génération déjà, plusieurs générations qui l'ont fait. Ça marche a priori. Hein. Voilà, c'est en général, ouais, okay. C'est ça. Et du coup, chez toi, comme il n'y a que des garçons, t'as une sorte de solidarité masculine qui s'est Alors, il y en a un que j'ai appelé Ludivine, parce que je veux pas avoir de problème, je veux vraiment équilibrer le truc. Non, il n'y a pas de solidarité masculine, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une solidarité humaine. J'essaye d'éduquer des féministes. Alors, c'est dur, parce que je me bagarre contre déjà mes propres réflexes de mec qui a été éduqué dans cette société misogyne. Ouais. Contre lesquels j'essaie de lutter moi, parce que je me rends bien compte des fois qu'il y a même des trucs, même en essayant d'être féministe, tu l'es pas forcément. Ouais. Donc, parce qu'il y a eu des habitudes, parce que parce que tu te rends pas compte que parce que t'as pas l'habitude de faire bouffer, parce que t'as pas l'habitude ou parce que t'as pas été éduqué là-dedans, donc faut tu te rééduques toi-même et il y a personne pour t'expliquer comment. Donc déjà il y a ma propre éducation à faire, et ensuite j'essaie d'éduquer mes enfants dans cette dynamique aussi. C'est difficile de... On a le son d'ambiance c'est trop mignon. Non mais parfait dans le timing. Ah oui, là, on est dans le timing. Alors attends, je finis mon idée d'abord. Je lutte contre mes éducations, et ensuite l'éducation dans laquelle ils vivent, parce qu'il n'y a pas que moi, il y a l'école, il y a le centre de loisirs, il y a le kung-fu, il y a le foot quand ils jouent entre gars, et puis qu'il y a une fille qui veut jouer, et puis que les autres disent non, et que mon grand se dit pourquoi elle jouerait pas, et je suis content qu'ils disent ça, tu vois. Ouais. En fait, tu te rends compte que même si toi, tu es extrêmement féministe, putain, il faut lutter contre des gens qui... Contre l'extérieur, en fait, au final. C'est ça. Toi, tu arrives à mettre des choses en place, j'essaye de le faire, et je pense déjà que je suis médiocre. Et quand, en plus, le reste du monde travaille contre, tu te dis, putain, on a vraiment... ça va mettre du temps, quoi. Vraiment, on est là avec nos trucs de l'homme doit être l'égal de la femme, et inversement, tu te vois, ça ne sera pas de notre vivant. Hein. Clairement, on a beaucoup de taf avant d'y arriver. Et donc je suis content moi d'avoir 3 gars, parce que je me dis je vais peut-être réussir à faire évoluer ces garçons-là dans cette dynamique-là de féminisme. Le féminisme, on rappelle, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est pas la soumission à la femme. Plutôt, moi j'ai entendu humaniste au final. Ouais, c'est ça, c'est un mot beaucoup plus juste, effectivement. C'est respecte les gens, et puis donc et respecte les gens, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leur sexe, c'est... D'accord. Ouais. Et donc toi, t'es plutôt dans l'éducation positive, de ce que j'ai cru comprendre. J'essaye de l'être, ouais. D'accord, ok. Et au quotidien, c'est quoi du coup? C'est essayer de se contenir quand on a envie de craquer, tu leur fous une mandale. Et après tu regrettes. Et après ils ont compris. Oui, après tu regrettes en te disant non, c'est pas vrai. J'essaie de... déjà j'ai un credo sur l'échec qui est lié à mon expérience à moi. Le résultat de ma carrière, ma petite carrière qu'on voit aujourd'hui, c'est vraiment juste une construction d'échecs. C'est que de laisser-erreur. Donc moi je travaille, j'ai passé ma vie à échouer, et du coup je n'ai pas eu le confort d'une carrière facile, et c'est génial parce qu'en réalité du coup je n'ai pas peur de chuter, j'ai pas peur d'essayer des trucs. C'est pour ça que tu vois ma plateforme de VOD qui vient de sortir. Je sais pas si ça va être une réussite, ça se trouve ça va être un échec monumental, le plus gros de ma vie. Mais au final, qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi? Parce que t'apprends. Et en fait, c'est comme ça que j'éduque mes enfants. C'est la même mentalité que tu utilises dans ton éducation, du coup. C'est ça. Et donc, je me suis rendu compte que c'était une éducation plus ou moins positive, parce que ça veut dire que l'échec n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que t'échoues, c'est pas grave, bravo, tu t'es pété la gueule, tu t'es fait mal, super, t'as appris un truc. Et encore une fois, effectivement, ça se matérialise. Par exemple, j'étais au square cet après, mais j'entends une maman qui dit à son fils, attention, tu vas tomber. Je dis putain, c'est hallucinant comme ce genre de phrase maintenant fait écho chez moi. Le attention, tu vas tomber, c'est prédictif pour un enfant. Tu dis tu vas tomber, lui il se dit qu'il va tomber. Il se dit pas qu'il risque de tomber. Donc tout ce genre de petits trucs où finalement en fait tu vas réussir, mais tu risques de tomber, ça change tout dans le cerveau d'un gamin parce qu'il va essayer en vrai. Là où quand tu dis à un enfant attention tu vas tomber, il n'essaye pas. Donc dans ton éducation positive, en fait, tu vas jusqu'à la totalité, c'est-à-dire que tu utilises des autres mots. J'essaye, j'essaye, et encore une fois je m'éduque en permanence parce que franchement j'ai du chemin vraiment. Hein. Je regarde mes anciens sketchs, même sur internet, je me dis ah la vache, c'est bien que je m'éduque, c'est vraiment bien. On progresse tous, et donc voilà, j'ai envie que eux ils aient ce même réflexe là. Mais t'as l'air d'être ultra exigeant avec toi et en même temps cool, t'arrives à gérer les deux, du coup. En fait je sais que je suis nul. Exigeant mais en mode j'essaie de faire de mon mieux. Je suis très accord Toltec, vraiment, j'essaie de faire de mon mieux, mais quand je vois que je suis médiocre, qu'est-ce que je fasse? Je vais pas. D'accord. Je trouve qu'on est vraiment dans cette société là où quand t'es médiocre tu dois pas faire parce que tu vois bien que t'es nul. Non, quand t'es médiocre, en fait, tu peux faire si ça t'intéresse. Puis tu vas travailler, puis tu progresseras.
Moi, vraiment, j'essaye de faire en sorte que quand j'entreprends quelque chose, je me laisse le droit à l'erreur. Parce que quand tu te laisses pas le droit à l'erreur, en fait, t'as peur justement d'échouer. C'est là que t'es tendu du coup. C'est ça. Et donc c'est là que t'échoues. Ouais. Moi, je m'en fous d'échouer. C'est pas grave. Je fais un truc, je fais de mon mieux, et si je me pète la gueule, je me pète la gueule. D'accord. Et t'as poussé le truc jusqu'au bout en les mettant dans une école Montessori ou de ce style ? Au début, oui. J'ai Ouais. fait on a la petite section de Victor, mon grand maintenant, à Montessori. Et puis au final, la société a gagné puisque là, on a déménagé, l'école est trop loin. Et donc voilà, mais j'adorerais qu'on puisse. Ah, donc c'est pas un mauvais retour d'expérience. Pas du tout. Et d'ailleurs, j'ai lu des trucs sur les mauvais retours d'expérience que je comprends intégralement. C'est terrible parce que j'ai vu des parents se plaindre du fait que les enfants étaient autonomes, que machin tapait, qu'ils devaient... Bah oui, en fait, c'est Montessori. En fait, c'est vraiment... Et c'est ce qui... C'est la philosophie, c'est la philosophie du truc. Donc, je pense que ce qui est terrible, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui mettent leurs enfants à Montessori en ayant quand même cette volonté de rentabilité. Mais il faut contrôler ce que mon enfant fait. Ouais. Et moi, au début, quand j'ai mis mon grand à Montessori, les premières semaines où il est arrivé défoncé de fatigue, je suis allé voir quand même les adultes. Je ne sais même pas comment on pourrait c'est pas des animateurs, c'est juste les adultes qui sont là. Et je leur ai dit, est-ce que peut-être on pourrait lui donner envie de dormir l'après-midi ? Parce que vraiment, ce serait cool. Il est défoncé. Il me dit, ouais, mais il a pas envie de dormir. Je dis, oui, ça, j'entends bien. Mais peut-être. Alors, au début, j'aurais pas dit ça. J'aurais dit, il faut qu'il dorme. Hein. Il est défoncé. Je vois le soir, il est comme ça. Il parle mal à tout le monde. C'est impossible de lui donner un bain. On disait, ouais, mais s'il a pas envie de dormir. Je dis, alors, c'est cool qu'il ait pas envie de dormir. Moi, je m'en bats les couilles, en fait, qu'il ait pas envie de dormir. Et il a 2 ans. Et il faut qu'il dorme. Et puis petit à petit, j'intègre le truc. Il a pas envie de dormir. Ok, je comprends du coup comment elle fonctionne. Ouais. Et je leur dis, ok, très bien. Donc il a pas envie de dormir. Où est-ce qu'il dort ? Et elle me montre là. Il dort sur une vieille paillasse avec tous les gamins qui jouent autour. Je dis, évidemment qu'il a pas envie de dormir. Moi aussi, moi non plus, j'ai pas envie de dormir. J'ai envie d'aller jouer au baby-foot avec eux, avec le truc en bois avec lequel ils font. Et puis en fait, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que le sommeil aussi, c'est pas quelque chose qu'on impose. Et en réalité, au fur et à mesure des mois, j'ai vu mon fils qui finalement a eu envie de dormir et qui était défoncé parce qu'il était fatigué. Il est allé se coucher, il a dormi un peu, puis il est allé jouer avec les autres. Et en fait, quand tu as tes idées préconçues de cette société dans laquelle tout doit être quantifié, normalisé, quand tu arrives dans une école Montessori où on te dit ton gamin il a pas envie de dormir, tu pètes un plomb, quoi. Et c'est ce qui se passe. Et donc c'est ça les mauvais retours d'expérience. C'est juste des parents qui comprennent pas qui ont mis leurs enfants à Montessori parce que c'était un peu la mode, mais qui ne comprennent pas cette philosophie-là. Or, pour moi, à mon sens, elle est bonne, cette philosophie. D'accord. Donc là, du coup, tu les as remis dans une école traditionnelle publique ? Ouais. J'ai de la chance, j'habite à Montreuil. Donc, Montreuil, c'est très, très cosmopolite. Donc, il y a plein d'éducations différentes, d'histoires différentes, de lieux de vie différents même. Tu vois, moi, je suis bas Montreuil, c'est très bobo. Et puis, il vit avec des enfants qui sont un peu plus hauts et qui vivent assis dans une chambre avec leurs parents. Et donc, il y a une vraie mixité sociale qui, du coup, impose une espèce de Montessori en vérité, puisqu'on ne peut pas avoir des lois très calibrées parce que comme ils n'ont pas tous la même éducation, les enfants, ils sont obligés de s'adapter entre eux. Il y en a qui parlent mal, moi le mien il n'a pas le droit de taper, il y en a qui fracassent les autres. Tu vois, mais en même temps tu apprends à vivre avec l'autre et tu apprends à comprendre sa philosophie, tu apprends à l'éduquer aussi, c'est important ça. Parce que mine de rien, à Montessori, les enfants se co-éduquaient. C'est-à-dire qu'ils disaient, moi j'ai pas envie que tu me tapes. Ah bah ouais, mais quand même. Alors que là, je vais le dire à la maîtresse, il m'a tapé. Ouais, vous arrêtez tous les deux. Qu'est-ce que t'apprends quoi là-dedans ? T'apprends la soumission au pouvoir, parce qu'il faut que je le dise à la maîtresse. T'apprends à dénoncer. T'apprends que l'autre. C'est ça. T'apprends que l'autre. Tu t'expliques pas au gamin pourquoi c'est pas bien de taper. C'est pas bien de taper parce qu'il va se faire gronder. Mais non, c'est pas pour ça que c'est pas bien de taper. C'est parce que tu viens de violenter quelqu'un. Et que le quelqu'un, tu vas le regarder dans les yeux et il va t'expliquer qu'en fait tu lui as fait mal. Donc ce rapport social qui est complètement biaisé par une espèce de hiérarchie, même à l'école, j'ai envie de la casser dès le début, quoi. Et toi, t'étais bon à l'école ou pas ? Ouais, j'étais bon. D'accord, donc ça, t'as pas forcément de mauvais souvenirs qui revient quand tu vas... Non, pas du tout, non, j'étais bon, j'étais totalement adapté à ce système. Je pense qu'en fait, j'ai été bien éduqué par mes parents et donc j'ai pu me conformer à un système qui me correspondait pas des masses, j'étais bon, mais j'étais pas extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que j'ai jamais joué le jeu de l'école. J'étais le gars du milieu.
qui était bon quand il fallait comprendre et qui était mauvais quand il fallait apprendre, tu vois. Ouais. C'est-à-dire, quand j'étais pas intéressé par la matière, tu peux t'accrocher. Et en fait, au final, cette philosophie me va, puisqu'aujourd'hui, je suis dans un métier qui me passionne. Donc je travaille parce que ça me passionne. D'accord. Donc mes enfants, je suis dans cette dynamique aussi, et je m'en bats les couilles qu'ils soient mauvais à l'école. Le seul truc, c'est que je veux qu'ils respectent les gens avec qui ils travaillent, quoi. Tu vois. D'accord. Et à quel âge tu t'es senti de devenir père? Enfin, si on se sent de devenir Mon père. vrai truc, ouais, alors moi j'ai toujours adoré les enfants. Ouais. Vraiment, je savais que je serais papa, T'aurais pu faire dad. c'était sûr, j'aurais pu. Mais l'idée a été prise par un mec qui était même pas papa. Donc j'adore les enfants, c'est vraiment. Et quand j'ai commencé ma carrière d'humoriste et que j'avais pas du tout d'argent et que j'étais obligé de travailler à côté, parce que des fois on fait des trucs par passion, et on se rend compte qu'on a besoin d'argent. Et du coup je gardais des enfants, je vois pas de qui tu parles. Je gardais des enfants à côté, et puis Inès et Pierre, ils s'appellent, et vraiment j'adorais ça m'équilibrait parce que je les gardais, j'allais jouer le soir, j'avais vraiment un bon truc. Puis après j'ai commencé à bosser beaucoup et j'avais plus le temps, et puis je commençais un peu à gagner de l'argent, donc j'ai arrêté de les garder, ces enfants-là. Et puis pendant une période, je me suis rendu compte qu'il me manquait quelque chose, quoi. Je gardais plus ces gamins-là, et donc j'allais au travail, je jouais, et puis donc j'en parle à ma femme, avec qui on avait pour projet de se marier. Je dis, je crois que je vais reprendre du babysitting, quoi. C'était ridicule, je gagnais déjà de l'argent à côté. Je crois que je vais regarder des enfants, pas pour la thune, parce que clairement je vais pas gagner par rapport à ce que je gagnais sur scène, mais pour le manque que du bien, tu quoi. ressentais, quoi, du coup. Et c'est vrai qu'il m'a dit, mais t'es teubé, en fait. On peut faire on est des des adultes, on a 25 ans, est-ce que ce serait pas le moment d'en avoir? Et ouais, effectivement. C'était une belle manière d'annoncer que t'en avais envie, en tout cas. Mais j'ai même pas tilté que j'en avais envie. Des fois, je me rends compte de ma débilité, quoi. Je me suis dit, j'ai vraiment réfléchi. J'ai entendu parler de comment il s'appelle, ce gars aux États-Unis qui, en même temps qu'il était star, il était plongeur dans un café. Parce que ça le recentrait sur le. Ah, ouais, ça, j'ai pas entendu cette histoire. Ouais, c'est ça. Ouais, D'accord, Andy ok. Kaufman. Et effectivement, c'est des trucs où quand j'ai entendu parler de ça, je me dis, mais oui, si ça me fait du bien, qui m'en empêche, quoi. Donc t'as été père à 25 ans? Non, du coup, on s'est mariés dans l'année qui suivait, et on a eu Victor, notre premier, j'avais 27. D'accord, ok. Début 27, je crois. Ouais, ça. Donc toi, clairement, tu te sentais prêt, quoi. Pas tant que ça. Non. C'est-à-dire, je me suis dit, ouais, en fait, en vérité, ça fait partie des trucs où j'ai accepté que de toute façon, je serais pas. Je voulais garder des enfants. Quand elle m'a dit t'es con, faisons-en, j'ai fait ouais, c'est clair. Et là, j'ai quand même eu, c'est la petite goutte. Ah ouais? Et puis, oui, parce qu'en vérité, tu sais pas si t'es assez fort personnellement déjà. Hein. Et il y a même des chances qu'en fait, on soit sûr de pas être assez fort personnellement. Et puis, il y a cette espèce d'image, faut pas oublier que nous, l'image du père qu'on a, c'est cet être tout puissant, parce que nous, on était tout petits. Ouais. Donc on se dit, jamais de notre vie, je suis pas mais à tu ce niveau-là. Je crois qu'on a encore cette image-là aujourd'hui, peut-être un peu moins quand même. Peut-être. Tu parles de l'image autoritaire, le mec qui assure. Ouais, le mec qui assure, pas forcément. Moi, mon père était pas autoritaire, il était très pédagogue même. Mais par contre, il était grand par rapport à ma taille. Et puis quand j'avais un problème, c'est lui qui le réglait. D'accord, ok. Et je savais que moi, j'étais pas capable de régler les problèmes. De manière générale, en tant qu'adulte, je ne suis pas capable de régler des problèmes. Donc si j'ai un enfant qui a des problèmes, je vais devoir lui dire, mec, compte pas trop sur moi. Faisons chacun nos vies. C'est ça. Démerde-toi. Et puis après, il y a ce moment-là où tu te dis, en fait, effectivement, je vais pas lui régler ses problèmes, je vais l'aider à le faire. Et puis il y a le fait que tu acceptes de pas savoir, quoi. Ouais. Et tu le fais quand même. Et t'es pas obligé de. On est des papas aussi, on n'est pas obligé d'être dans cette mascarade. Je pense que nos papas étaient obligés d'être. De se cacher derrière la certitude. Oui, la société faisait que. Pour que nous, maintenant, on a la chance d'être dans cette période où on peut dire, je suis un papa cool, moi. Ouais. C'est-à-dire, je suis nul. Voilà. Je sais pas. Faut accepter de pas savoir. Et puis donc, ouais, t'es jamais prêt en fait. Et c'est pas grave. Je suis toujours pas prêt. D'accord. Vraiment, je pense que je suis toujours pas prêt. Du troisième. Ouais. J'ai 3 enfants, je suis toujours pas prêt de papa. Et je pense, même eux, c'est Victor qui m'avait dit ça un jour, le grand, il m'avait dit, en fait, toi, ce qui est bien, c'est que t'es pas un adulte. Donc c'est cool. Et du coup, c'est quoi ton rapport avec eux? T'es plutôt pote ou Tu mets des distances? Enfin, comment tu gères le... Oh, je suis très proche, vraiment. Ouais. Je suis hyper câlin. Je veux rester... Je dirais pas pote. On joue énormément ensemble, vraiment. Parce que déjà, ça m'oblige, moi, à être dans un instant avec eux. Parce que les enfants sont dans l'instant présent, chose que les adultes moins. Donc psychologiquement, moi, ça me fait du bien d'être recentré et de me souvenir qu'en fait, c'est bien d'être angoissé pour ta carrière, d'écrire, de bosser, de machin, d'anticiper, de produire, machin, d'être au taquet.
Sauf que cet après-midi, je jouais à la pêche à la ligne avec mon deuxième. Et là, il faut que, le truc, tu chopes le poisson. Bah voilà. Là, t'oublies tout le reste. Donc ça me fait du bien de jouer. Je les oblige, par exemple, je m'interdis le téléphone portable à la maison. Et dès qu'ils me voient avec un téléphone, ils me le prennent et ils le posent. D'accord. Donc on a un rapport sur certains trucs, très égalitaire. Ouais. Très libertaire, je dirais. J'aime cette idée que ce soit libre. J'aime qu'ils obéissent non pas à des certitudes, mais à des explications. Je les fais beaucoup travailler à la maison. Ils vident la vaisselle, ils font bouffer avec nous. Mais c'est pas des devoirs, c'est juste que on participe à la vie collective. Mais malgré tout, j'essaie d'être quand même ce référent-là, rassurant. Je pleure pas quand il y a de l'orage, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Comme un coach. C'est-à-dire qu'il puisse venir me voir en me disant j'y arrive pas. En fait, toute cette éducation positive va finir par remplacer le métier de coach plus tard, quoi. Ah, ce serait bien. Ce serait bien qu'ils aient pas de problème. Mais je pense que je dois leur mettre un sacré paquet de trucs qu'ils vont me reprocher plus tard, mais je m'en rends pas compte, tu vois. Comme mes parents, ils ont fait le maximum. Donc tu penses que dans tous les cas, on crée... Bah oui, parce que hier, je les laisse jouer un peu plus tard le soir. Mon fils a acheté une Toupee Blade avec son argent de poche et donc il joue et je le laisse jouer jusqu'à 20h40 alors que normalement il se couche à 20h. Et du coup, au lieu de les coucher à 20h les deux grands, je les laisse traîner et à 20h40 je vais les voir en leur disant vous avez encore 5 minutes. Ouais, ok, cool. Ils jouent et à 20h45 je vais les voir, je leur dis maintenant on va se coucher et ils me disent oh s'il te plaît. Et je leur dis bah non mais vraiment je viens de vous laisser tout ce temps-là. Et le grand-parent en faisant la gueule, je dis mais putain, c'était un cadeau de 45 minutes qui se transforme en on n'a pas eu le nez. Donc toi, t'es déçu quoi qu'il arrive. Et je pense qu'en vrai, effectivement, on est ce genre d'animal qui a envie de plus. Donc je pense effectivement que je serais pour eux un papa médiocre jusqu'à ce qu'ils aient des enfants et qu'ils se disent il était peut-être pas mal. En tout cas, il a fait de son mieux. Il était de bonne volonté. Toi, ça t'a permis de mieux comprendre ton père ? Ouais, et ma mère. Oui, je dis ton père. Mais oui, parce qu'effectivement, moi, déjà mes parents avaient été, féministes. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas mon père et ma mère partageaient les tâches ménagères. C'était même plus ma mère qui bossait que mon père, parce que mon père est retraité de l'armée de l'air, donc il a le temps de trouver du taf, des trucs. Qui bossait professionnellement, tu veux dire ? Ouais, c'est ça. Okay, et donc c'est mon père qui m'emmenait au sport, c'est mon père qui faisait la bouffer la plupart du temps, et c'est ma mère qui a ramené de l'argent pendant toute mon adolescence. Donc si tu veux, le rapport il était inversé. Et donc du coup, je vois l'éducation des deux côtés. C'est-à-dire, j'ai eu mon père qui ramène de l'argent, ma mère non, et l'inverse. Donc je les ai vus tous les deux. Et donc qui ramène de l'argent, mais qui aussi a du temps libre en parallèle de l'autre. Donc j'ai vu l'équilibre se faire à la maison. C'est pour ça que j'ai dit et ma mère. C'est parce que j'ai eu un rapport à l'éducation qui n'était pas maman câlin, papa carré. J'ai eu les deux, quoi. Ah, ça c'était mon téléphone portable.